Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Boap Media. On est encore magnifiquement accueillis par le Sneakers Café. Cet endroit est incroyable, on est très content de pouvoir tourner ici. On va tourner quoi justement? Précurseur, le nouveau concept de Boap Media. Alors on revient sur les représentants et représentantes du hip-hop en Belgique. On a parlé de rap, on a parlé de MC et de danse. Forcément, on va parler de DJ aujourd'hui. On ne va pas recevoir n'importe quel DJ puisqu'il est champion du monde, champion de Belgique, qui a un palmarès beaucoup trop grand pour le citer en intro. On va recevoir le producteur DJ, DJ Odilo. Alors déjà, merci d'avoir répondu favorablement à l'invitation. Ça fait super plaisir de te voir. Comme j'ai dit dans l'intro, dans cette émission, on parle des représentants et représentantes du hip-hop en Belgique. On a parlé de rap, on a parlé de MC et de danse, etc. C'est normal qu'on vienne au DJing. Est-ce que, déjà je vais te poser une question très simple au début, comment le hip-hop est apparu dans ta vie? Comment tu as rencontré le hip-hop en fait? C'est une bonne question parce que j'ai plutôt commencé par la musique électronique en fait. Okay. Parce qu'à la base, je viens de Perpignan, donc du sud de la France. Et forcément, vu qu'on a 30 minutes de l'Espagne, souvent on sortait plutôt en Espagne, voilà, parce que les clubs étaient plus intéressants, on va dire, que ce qu'il y avait à Perpignan. Et voilà, là-bas, en Espagne, clairement, c'est tout ce qui est techno, house music. Donc en fait, j'ai commencé clairement avec l'électronique. Et après, c'est assez basique, on va dire, c'est en découvrant la mixtape de DJ Cut Killer Hip Hop Soul Partie 3. Ok. Où là, voilà, j'ai halluciné. Cette mixtape reste toujours un classique d'ailleurs. Et après, c'est vrai que dans toutes les disciplines que j'ai fait à chaque fois, j'ai toujours aimé un petit peu le côté un peu underground de la chose. Donc voilà, je fais pas mal de sports de glisse aussi, où j'étais aussi dans l'aspect aussi underground. Donc dans la musique aussi, je suis allé un petit peu dans cette direction-là. Quand je discute avec des DJ et des beatmakers, etc., souvent on me dit que quand ils ont découvert le hip-hop, l'instru leur parlait déjà plus que les textes ou le rap en lui-même, le flow, etc. Est-ce que ça a été le cas pour toi? Est-ce que quand tu écoutes justement cette fameuse mixtape de Cut Killer, la prod t'intéresse déjà beaucoup plus que ce que disent les gens? On va dire qu'au début, ce qui m'a plu, c'est la globalité de la musique, donc la culture, et puis aussi le fait par après de découvrir que certains samples avaient été utilisés dans le hip-hop. Enfin voilà, moi j'ai vraiment d'abord connu le hip-hop, et après je me suis intéressé aux samples par après. Mais ouais, ce qui m'a parlé, bon, forcément les textes, mais c'est vrai que maintenant, je suis plus dans une démarche instrumentale de la musique. Donc la musique instrumentale me parle plus qu'une musique où il y a des mots. Ouais. Alors qu'au début, c'était plutôt l'inverse, justement. Ok, donc c'est quelque chose qui a changé. Ouais, clairement. Parce que sur l'électronique, il n'y a pas de texte. Ouais, c'est ça. Donc ça exprime moins de choses, on va dire, en tout cas, moins direct. Donc c'est vrai que. Et puis voilà, la première fois que j'écoutais du hip-hop, je crois que je devais avoir dans les 14 ans. Donc c'est vraiment l'âge où voilà, t'es un peu rebelle, donc les textes parlent, quoi. Comment tu es rentré dans le DJing justement? Comment tu commences à faire ça? Est-ce que tu le fais pour des potes? Est-ce que c'est un pote qui te montre? C'est une longue histoire en fait, parce que on va dire que mes parents nous ont toujours élevés avec mon frère dans une démarche artistique, c'est-à-dire mon père était photographe, ma mère était mannequin, donc voilà, ils avaient une galerie d'art. Voilà, et j'ai toujours fait quand j'étais petit de la sculpture, du dessin, d'écrire aussi. Donc j'ai toujours été dans cet état d'esprit de créer, de me lever le matin et de retranscrire mes idées, quoi. Donc comment ça a commencé? Petit à petit, avec mon frère, on s'est intéressé forcément à la musique de par la radio, parce qu'à l'époque il y avait que ça. Hein, pour vraiment être connecté, surtout que nous on vivait à la campagne à l'époque, donc c'était vraiment pas du tout street, voilà, donc rien à voir. Et on s'était fait une sorte de salle de jeu où on avait mis des lights et tout un peu partout, et on avait créé une sorte de
de table de mixage de lumière avec des boutons on-off. Donc ça a commencé plus avec la lumière en fait. Ok, c'est incroyable. Voilà, après la musique, bah voilà, en fait on s'est fait comme une sorte de mini discothèque chez nous quoi, où on invitait nos potes. Donc ça c'est vraiment le début et je crois qu'on doit avoir entre 10 et 12 ans. Donc c'est... Ah ouais, vraiment... c'est très très tôt quoi. Ah ouais. Et avant je jouais aussi du piano, donc de la batterie, du saxophone. Ouais, déjà un rythme et une conscience musicale par rapport à ça. Ouais, bien sûr. Mais justement, après comment ça a évolué, j'ai déménagé, donc je suis allé en ville. Et là, justement, mon frère, lui, s'était connecté avec des bars en ville où justement il affichait pour des soirées. Et donc nous, on allait afficher en scooter jusqu'à pas d'heure et le lendemain on allait en cours, quoi. Donc ça a commencé comme ça. Et après on a commencé à organiser... Enfin, mon frère a d'abord commencé à acheter du matériel. Moi, je suis parti 1 an aux États-Unis. Et pendant ce temps-là, moi, j'ai fait des soirées là-bas. Donc, j'ai découvert vraiment tout ce qui était musique électronique, hip-hop aussi, drum and bass. Et mon frère, lui, était allé justement plus en Espagne et découvrait aussi toute la musique électronique. Et en fait, quand je suis revenu, en fait, on avait vécu un petit peu la même chose, mais à différents endroits. Et du coup, la connexion s'est faite. Voilà, et là, du coup, il a acheté vraiment des platines vinyles. Et moi, après, je les ai squattées. Et au final, après, je me suis acheté du matériel. Et voilà, ça a commencé un petit peu comme ça, quoi. Tu mixes d'abord. Donc tu mixes. Comment on ajoute le scratch à ça? Comment on se dit à un moment, ah, il y a des gens qui le font, ils le font bien, je vais essayer moi. Comment on rentre dans le scratch? Parce que c'est pas la même discipline, il y a quand même quelque chose de clairement pas. beaucoup plus. On va en parler justement après. Comment tu arrives, comment tu dis à un moment, je vais scratcher? Déjà, ça a commencé par le mix parce que à la base, moi, je suis un DJ de soirée. J'ai fait des soirées bien avant de scratcher. Voilà, et le but c'était, à l'époque on mixait sur vinyle, c'était vraiment faire le mix parfait, que tu n'entends pas la correction. Donc c'était déjà un petit peu un aspect, il y avait un aspect de compétition entre les différents DJ et la qualité du travail devait être là aussi. Donc le scratch c'est un peu ça aussi, tu vois, c'est un truc de geek où tu dois vraiment t'entraîner, t'inspirer des autres, arriver avec ton propre style. Après, il y a des techniques forcément basiques que tu dois connaître, quoi. Donc, comment je suis arrivé au scratch? Tout doucement, parce que voilà, il y a eu le mix, et puis après, forcément, le hip-hop, après la musique, le scratch est adapté à cette musique-là. Donc c'est quelque chose qui t'a... Genre, tu te rappelles de se dire, putain, mais c'est trop ouf ce truc, je vais commencer à faire ça? C'est vraiment ce mixtape, là, comme je te disais, Cut Killer, quand j'ai entendu ça... J'ai halluciné, enfin, je trouvais ça excellent, quoi. J'avais envie d'en savoir plus sur la discipline. Et une fois de plus, ça aussi c'est une chose importante à mentionner, il n'y avait pas YouTube. J'allais venir, comment tu apprends à faire ça sans les 3 milliards de tutos YouTube qu'il y a en fait, ce que j'ai fait, c'est que je m'étais acheté une petite télé magnétoscope, tu vois, que j'avais vraiment en face de mon lit. Tu vois, quand je me couchais le soir, je me matais justement toutes les cassettes de l'époque où on t'apprenait et puis tu devais revenir en arrière, revenir en avant. Puis avant, il y avait aussi tout le délire qu'il n'y a plus maintenant, parce qu'il y a tous les tutos, où les gars cachaient les macarons, donc tu ne savais pas c'était quel disque qu'ils utilisaient quand tu allais en soirée. Les mecs, ils lâchaient aucune info, c'était chaud, quoi, tu vois. Alors que maintenant, tu tapes, je sais pas, 2 clics flair, crabe, tu as 1000 vidéos pour apprendre la technique, quoi, tu vois. Bien sûr. Alors qu'avant, il fallait la cassette, et puis des fois, la cassette, pour l'avoir, tu la commandes pas sur Internet, donc il fallait dans le magazine. T'es le bon magazine où il y a la cassette, tu sais que c'est là-bas, ou aller à Paris. Moi, j'étais monté à Paris pour acheter des cassettes, et des cassettes vidéo. Donc il y a déjà un travail énorme avant de scratcher. Ah ouais, c'est un truc de malade. C'est un truc. Même, il y en a, comme ils arrêtent facilement, s'ils avaient connu notre époque, ils auraient déjà arrêté au bout de 2 jours, quoi, tu vois. Mais est-ce que la facilité aussi de maintenant pousse pas, paradoxalement, à arrêter plus vite aussi? C'est pas faux. Je pense que ça joue aussi, tu vois. En fait, parce que on passe tellement vite à autre chose. Mais je suis d'accord, en fait, la chose aussi que j'ai remarqué, parce que j'ai aussi travaillé comme professeur, c'est un grand mot, je dirais, enseignant de mix scratch à l'Academic DJ School qu'il y a eu à Bruxelles pendant 4-5 ans. Et j'ai remarqué en fait que si on a directement tout le matériel, en fait qu'on a tout à disposition en une fois,
et qu'on n'a pas galéré et qu'on n'a pas eu cette envie qui est montée en soi, ben en fait, la plupart des gars, ils arrêtent, mais quasi instantanément. Oui, parce qu'on va passer à une autre activité où on aura directement le matériel aussi. Ouais, je sais pas. En fait, c'est vraiment un truc de passionné, tu vois, parce que moi, je vois, quand j'ai commencé, putain, je devais me trimballer tous mes bacs, je devais me brancher dans des conditions de dingue, mixer à des heures de dingue, enfin, des fois faire des sets super longs. Vous avez toujours rêvé d'être DJ, mais vous n'êtes pas très doué derrière les platines? C'est le moment de retourner derrière les bancs de l'école. Pas pour faire des maths, mais tout simplement pour apprendre à mixer, scratcher, bref, devenir le meilleur DJ. Tout ça, c'est possible grâce à l'Academix, la première école de DJ en Belgique. Tu scratches, t'es doué. Comment on passe d'une passion à quelque chose qui est l'ordre de la discipline et d'une performance, en vrai, parce qu'on va évidemment évoquer les compétitions que tu as faites après. Comment on a le déclic de dire, en fait, je suis vraiment chaud, je pourrais faire travailler dur, et ça, c'est presque un truc de sportif, en fait. Déjà, moi, je pars toujours avec cette définition-là. Un professionnel, c'est un amateur qui pratique tous les jours. C'est vraiment ça qu'en fait. Et voilà, donc l'idée, c'est tu commences avec un scratch, donc avec un mot de vocabulaire, puis après tu vas en apprendre un deuxième, puis après un troisième, et puis après, forcément, tu as envie d'agrémenter ton dialogue de scratch, tu vois, donc c'est là où tu t'inspires justement dans des vidéos, en allant en soirée. Donc voilà, je dirais que à quel moment j'ai été professionnel, je t'avoue que je me considère pas vraiment encore professionnel parce que je suis toujours encore en train d'apprendre des choses, tu vois. Après, c'est sûr que voilà, le jour où tu t'inscris à une compétition, tu te dis que tu as des chances de gagner. C'est ça que je me dis, il y a un déclic qui se fait de... Voilà. En fait, je suis plutôt bon dans ce que je fais. Puis il y a un esprit de compétition aussi, parce que c'est une passion qui devient un truc où tu dois vraiment... Tout à fait, mais en fait, je me suis pas dit je suis bon, je vais aller faire une compétition. Oui, en fait, non, mais il faut comprendre le truc, parce que moi j'habitais à Perpignan et les compétitions étaient à Paris. Donc déjà, c'est un peu l'opposé. Puis c'est vraiment un autre monde, je peux te dire, Perpignan, c'est à la cool, quoi. Paris, c'est la pression totale, quoi. Donc j'ai envoyé, en fait, d'ailleurs l'histoire elle est énorme, j'ai envoyé une démo parce que mon frère il m'a dit ouais, tu fais que t'entraîner, vas-y, va faire une compétition, c'est bon. Ok, donc on t'a poussé aussi. Voilà, et j'ai dit, écoute, j'enregistre un truc, j'envoie et Inch'Allah, on verra bien, quoi, tu vois. Et putain, le gars, il me rappelle, mais ce qui est énorme, c'est que c'est à l'époque, les cassettes que je regardais dans ma chambre pour apprendre, ça s'appelait Academix DJ School. Et le gars, donc tu avais des démos de plein de DJ, et puis après, à la fin, tu avais le gars qui te montrait des techniques, quoi, tu vois. Et c'est ce gars qui m'appelait, en fait, tu vois. Donc c'est énorme, parce que ce gars, c'est le gars des vidéos. C'est un truc de dingue. Donc déjà, j'ai halluciné, déjà que le gars, il m'appelle, je me suis dit, putain, il va m'appeler pour me dire que c'est mort. Et il me dit, ouais, non, t'es sélectionné dans une semaine, faut que tu sois à Paris. J'étais là, je suis pas prêt, quoi. Clairement, j'étais pas prêt. Pas prêt pour Paris, pas prêt pour le scratch. Pas prêt du tout. Et en plus, l'année où j'y suis allé, c'était en 2005. J'avais jamais fait de compétition de ma vie. Et là, je me retrouve au Rex Club. Et franchement, c'était une des pires années. Parce qu'il y avait DJ Netic en showcase, qui est champion du monde, multiple champion du monde. DJ Emerald, qui n'est pas champion du monde, mais qui aurait pu être champion du monde. Il y avait DJ Pfel de C2C, qui a été champion du monde. DJ Liguan, qui a été champion du monde par après. DJ Fly, qui a été aussi champion du monde. Est-ce que c'est pas motivant, ça, justement, de dire je vais arriver devant des mastodontes Non, honnêtement, je savais pas. Parce que quand tu arrives, tu sais pas qui s'inscrit. C'est aussi ça le délire. Moi, j'ai Internet dans ma tête, il y a un événement, tu sais tout, mais non. Ouais, non, voilà, c'est ça. On ne savait pas. Et quand je suis arrivé, déjà, le Rex Club, j'étais choqué. Je rentre, je vois une salle de dingue avec un son de dingue, j'étais choqué. Tu vois, c'était que des chocs sur chocs. Et le gars, au moment du briefing, je rencontre tous ces gars qui, en fait, c'est tous les gars que je regarde dans mes vidéos et que je suis, comme on dit dans le Sud, je suis espanté, tu vois. J'étais choqué de voir tous ces gars. Donc, en fait, moi, j'étais clairement dans le public en train de kiffer, tu vois. Et au bout d'un moment, il m'appelle, quoi, tu vois. Donc, c'est à moi d'y aller. Et là, là, j'y suis allé, j'ai eu la pression. T'imagines pas la pression du truc. Un truc de ouf. Parce que tu peux pas te louper, en plus. Enfin, je veux dire... Ouais, après, c'est pas grave si tu te loupes. Hein, ouais, non, bien sûr, mais je sais pas si dans le hip-hop, il y a aussi cet esprit un peu de il faut réussir, quoi. Il y a un truc de... Ouais, mais là, moi, j'étais pas du tout dans ça. Moi, cette première compète, j'étais genre... j'étais choqué, quoi. C'est déjà fou d'être là, en fait. Moi, j'ai halluciné. Et d'ailleurs, si je m'étais pas inscrit comme ça, je sais même pas si j'aurais déjà fait des compètes.
Ah ouais, c'est ça. Ah ouais, je sais même pas si j'en aurais fait, tu vois, parce que il y a tellement une pression derrière. Si tu savais tout ce qui allait t'attendre au niveau de psychologique, etc., t'aurais peut-être. Ouais, et puis je suis arrivé vraiment là-bas, mais sans être au courant de rien, quoi. Touriste. Vraiment touriste, ouais, c'est vraiment touriste total. C'est même pas amateur, c'est touriste, quoi. C'est avant d'être amateur. Je vais essayer de résumer ton palmarès. Alors, il y a beaucoup de choses à dire. Tu peux vraiment me reprendre si je me trompe. Ouais, même moi, je ne connais pas les dates par cœur, mais on va dire. Donc, il y a champion de MC France 2018, 2 fois vice-champion en catégorie 6 minutes en France. J'ai pas le nom du truc, j'ai essayé de trouver. En fait, j'ai les dates importantes. En 2017, j'ai été vice-champion de battle en DMC. Oui, voilà, c'est ça. J'ai été champion en scratch. Et l'année d'après, en 2018, j'ai été champion scratch et vice-champion 6 minutes. On va quand même revenir sur un des éléments les plus importants de ta carrière, si ce n'est le plus important. En 2010, tu deviens champion du monde de scratch. Tu gagnes le championnat de Belgique juste avant. Tu m'as raconté qu'Anecdote était folle. Est-ce que tu peux revenir un peu sur comment s'est passé le cheminement de tout ça? Donc en fait, on a participé à la catégorie en équipe, donc on était deux. Donc un néerlandophone, DJ Beat Butcher, et moi, francophone, DJ Odilon. C'est fou déjà. Voilà, déjà ça, c'est fou. Déjà, il a fallu arriver à se comprendre dans la communication. Parce que tu parles pas du tout. Ah ouais, non, pas du tout. Et puis, les deux entités sont complètement différentes. Lui, on va dire qu'il est très spontané et au taquet. Moi, je suis plutôt posé, réfléchi, calme. Voilà, très cartésien, tu vois. Le yin et le yang. Donc voilà, le yin et le yang, mais je pense que c'est ce qui a fait l'alchimie du duo, quoi. Donc d'abord, il a fallu gagner la Belgique et on a gagné de 1 point avec les deuxièmes. Donc déjà, c'était tendu, quoi. Et bah, une fois que tu as gagné, après, il faut assumer. Donc on a retravaillé encore notre set pour l'améliorer. Et on avait seulement 2 mois. Donc on a refait les 3/4 du set quand même. Hein. Ah, ok, c'est ça. Tu prends pas le même set pour le faire. Ben, normalement, si. Mais comme on a eu juste 2 mois pour se préparer au championnat de Belgique, les championnats du monde, c'est un autre niveau. Donc il a fallu qu'on rehausse le niveau de notre set et qu'on le retravaille. Donc c'est ce qu'on a fait. Donc les championnats du monde, c'est en décembre, donc c'est pendant l'hiver. Et c'est l'année où il avait neigé de ouf, quoi. Donc moi, j'avais dû aller à Anvers, bosser chez mon pote, là, justement, sous la neige, à porter les platines, à me garer hors de Anvers parce qu'il faut payer le parking et que c'est galère. Et donc, une fois qu'on était prêt, lui avait pensé justement à faire des t-shirts, donc avec le nom du groupe, Fader Penetrator, ça s'appelait déjà, le nom est ouf, c'est lui qui l'a trouvé. J'ai laissé le soin de le trouver. Et il me dit, ouais, on va faire des t-shirts et tout. Et moi, je lui dis, écoute, il n'y a pas de souci, juste, ce serait bien qu'on fasse une dernière répète avant de partir, quoi, tu vois. Et il me dit, ouais, pas de souci, on va faire ça. Et donc, le jour où on doit prendre l'avion, donc on devait prendre l'avion, je sais pas, à 15 h, il vient à 8 h. Il se passe où ce championnat? En Pologne. En Pologne, c'est ça? À Cracovie, Donc, il vient chez moi le matin avec l'imprimante et tout pour imprimer les transferts des t-shirts et tout. Le jour où il faut partir. Voilà, mais le jour où on doit répéter et après partir. Et après partir. Oh là là. La dernière répétition, quoi. Et là, je lui dis, et quoi, t'as pris ton matériel? Il me dit, putain, j'ai complètement oublié mon matériel. Je dis, attends, mais t'es sérieux ou quoi? Et il est venu avec l'imprimante pour faire les t-shirts, il a oublié tout le matériel, quoi. On doit ranger, donc je range tout en speed. On est à Drogenbos. On doit partir à Anvers avec son camion qui était limite en panne d'essence. On arrive à Anvers avec la dubstep à fond à l'intérieur, tu vois, donc le truc pour vraiment te temporiser. Et on arrive chez lui. Il prend son matériel à l'arrache, comme ça on repart dans le camion, et là il se rend compte qu'au moment où on rentre dans le camion, qu'il avait oublié les billets, quoi. Putain, on va chercher les billets d'avion. Il faut l'interviewer lui aussi. Hein. Ouais, non, lui il est chaud. D'Anvers on part à Charleroi, et là, comme des dingues sur la route, quoi, j'ai cru qu'on allait mourir, quoi. Et arrivé à Charleroi, est-ce que le camion était pas trop haut, tu vois, pour passer, pour arriver dans le parking? Donc en fait, tu as une sorte de barre en plastique qui a traîné sur le haut du camion parce qu'on n'avait plus le temps. On ne pouvait pas se garer à l'extérieur de l'aéroport et marcher avec tout le matos.
Donc un peu en mode nique sa mère, quoi, tu vois. Il a tracé dans le parking, il s'est garé. Là, on a couru comme des dingues. Passe la sécurité, bah, tu dois sortir les ordis, machin, parce que tu peux pas passer comme ça. Et on arrive enfin devant la porte, tu vois, à l'heure. On se dit, putain, c'est bon. Et là, il me regarde, il me fait, putain, j'ai oublié ma carte d'identité. Et il s'en va comme ça. Au truc de sécurité, quoi, tu vois. Je lui dis, putain, mais c'est ouf, quoi. Toi, t'as dû te dire... Ah ouais, moi, je me suis dit, on va jamais y arriver, quoi. Déjà, arrivé en Pologne, c'était déjà une victoire, tu vois. Et donc, il part comme ça, il laisse ses affaires et il se barre comme ça. Et là, donc, il y a la steward qui passe pour prendre de l'avance et qui commence à regarder les billets de tout le monde. Et elle dit, ah, j'ai une carte d'identité qui m'a été transmise, la sienne, bien sûr, mais elle était déjà partie. Et donc, les gens voient dans la file de quoi il s'agissait. Et lui, il revient donc tout en transe et il me dit, ouais, j'ai pas retrouvé ma carte. Et tout le monde s'est foutu de sa gueule parce qu'en fait, elle était là, sa carte, tu vois. Donc on est monté dans l'avion, et dans l'avion, ben, on arrive en Pologne, tout ça, nickel, on se dit c'est bon, là c'est safe, on y est, quoi, tu vois. Et on avait réussi, ça c'est aussi une chose rare, à avoir les platines dans la chambre d'hôtel pour pouvoir répéter, parce qu'en général, il y a 3-4 paires, mais tout le monde se les bat pour, les avoir et s'entraîner. Nous, on a réussi à avoir une paire, et donc on commence à monter le stand et tout pour répéter dans l'hôtel. Et avant le lendemain, qui était le soundcheck et le soir la compète. Et là, putain, il se rend compte qu'il a oublié la carte son, quoi. Et là, je fais, putain, c'est pas possible, quoi. Et donc, sans carte son, ça veut dire qu'il nous faut un câble, Kinch Jack. Et va chercher un câble Kinch Jack à Cracovie avec la neige, c'est le soir, tu vois, c'est n'importe quoi. Donc, on trouve dans l'hôtel les Portugais qui nous disent, ouais... Nous, on a un câble, on peut vous le prêter. Donc, cool, ils nous prêtent le câble. Mais le problème, c'est que sans la carte son, le projet Ableton pouvait bugger à tout moment, en fait, quand on faisait le set, quoi, tu vois. Oh là là. Au moment où on fait notre soundcheck et tout, on voit les Portugais qui sont hyper chauds. On s'est dit, c'est bon, tout le monde était là, genre, ils vont gagner, eux, tu vois, c'est sûr. Ils sont trop chauds, quoi. C'était, c'est eux qui vont gagner et tout, quoi. Et nous, on était là encore, ouais, à cet endroit-là, n'oublie pas que tu fais ça, tu vois. Donc, c'était vraiment la dernière répète. Vraiment les outsiders, quoi, tu vois. Avec les t-shirts, du coup. Et non, sans les t-shirts, on n'a pas eu le temps de les faire. Hein. Parce que ça, il n'avait pas oublié, pour le coup. Ouais, mais pour le coup, ça servait à rien, quoi. Et donc, moi, je m'étais dit... parce que, comme on n'avait pas eu le temps de trop bosser, je me suis dit, je vais plus regarder l'ordinateur que mon vinyle, tu vois. Et ça, c'est pas trop un plus en compétition. Donc, du coup, j'ai mis un masque en mode masque de Zorro, tu vois. Ah, ok. Voilà. Ah, okay. Et en fait, le truc, c'est que donc le gars, il nous présente, tu vois. Donc, tu as une grande scène comme ça avec un énorme écran de cinéma. Donc, ta main, elle fait 5 mètres, tu vois. Donc, si tu trembles, tout le monde voit ta main trembler. C'est diffusé en direct sur Internet. Donc, voilà, il y a tous les éléments de pression. Et il passe de stand en stand. Donc, tu as 6 minutes un gars, 6 minutes un autre, et 6 minutes, c'est à nous, quoi, tu vois. Et on a 6 minutes pour jouer notre truc, quoi. Et donc, moi, je suis sous la table en train de mettre mon masque. Il lance l'intro. Tout le long du set, on s'est dit, j'espère que ça va pas bugger, parce que si ça bug, c'est genre, ça s'arrête net, comme ça, tu vois, il n'y a plus de son, quoi. Et ah oui, ça, la carte son pouvait bugger à tout moment. Ah ouais, sans la carte son, ouais. Donc... Ah oui, non, sans la carte son, ça pouvait bugger. Ah ouais, voilà, ça pouvait bugger à tout moment. Donc le moment où ça bug pas, il y a une délivrance de ouf. Ah ouais, de ouf. Donc en fait, voilà, on termine le set, et puis, voilà, nous, on s'est dit... on a eu de la chance de, tu vois, que ça soit bien déroulé, sans encombre. Et au final, au niveau du jury, après, ils disent, ouais, voilà, ils appellent les 3 qui sont sur le podium, et putain, on y est, quoi, tu vois. On se dit, putain, mais c'est pas possible, quoi. Et là, il dit 3e, et après, forcément, il dit le premier direct pour pas annoncer le 2e, et ça tombe sur nous, quoi. Nous, on était choqués, tu vois, parce que quand tu vois toute l'histoire du début jusqu'à la fin. Incroyable. Voilà, et en fait, les Portugais se sont un peu foirés. Parce que je pense qu'ils avaient trop de pression. Et eux, c'était les 2e, du coup? Et ouais, ils étaient donc deuxièmes. Ils vous prêtent le câble? Voilà. Ils sont 2e. Voilà, et pour la petite histoire, en fait, le câble, il leur a jamais rendu le câble. Et pour la petite histoire, ceux qui gagnent sont jury de l'année d'après, en fait. Et donc, nous, on a été dans le jury. Et en fait, après, les Portugais sont représentés. Ils ont gagné l'année d'après. Donc, en fait, c'est un peu grâce à... C'est une histoire de... Voilà, bon, on n'a pas voté pour eux, parce que pour voter pour eux, mais c'est parce qu'ils le méritaient. Mais voilà, donc l'histoire est quand même marrante, quoi. C'est incroyable. En fait, ce qui est fou, c'est que tout ce cheminement avant, qui est que des imprévus, tout le temps, que des galères, aille sur une victoire du champion du monde. Parce que si c'est pas le cas, c'est que des galères pour des galères et c'est fini et c'est un très mauvais souvenir. Voilà.
Là, c'est fou, quoi. C'est déjà dingue que vous arriviez en Pologne. Et en plus, vous gagnez le championnat. Ben, le truc, en fait, nous a galvanisé, quoi. C'est-à-dire qu'on était là, on s'est dit, on n'a plus rien à perdre. C'est bon, on va tout niquer. Tout est tellement dingue. Et encore, pour finir, il a pris donc le trophée, c'était un cadre avec un disque en or dedans. Et je sais pas ce qu'il a fait, il a cassé un bout du cadre, il s'est ouvert le doigt avec. Et du coup, moi, j'ai ce cadre-là que j'ai souhaité garder, où il y a un peu de son sang derrière, tu vois. mais faites un film ou une série sur cet homme. Et ça, c'est une compétition. C'est incroyable. T'as rebossé avec lui après? Je t'avoue qu'après la compète, on a fait une pause parce qu'on n'en pouvait plus l'un de l'autre. Mais après, ouais, d'office, c'est mon pote. On a vécu un truc tellement fou. Vous êtes liés à vie, quoi. Voilà, ouais, c'est ça, quoi. Quand on fait autant de concours et autant de compétitions, j'imagine qu'on a une façon de travailler bien précise, en tout cas pour s'entraîner. Est-ce que tu peux me décrire un peu, pas tout le truc, parce que j'imagine que c'est des mois de préparation, est-ce que tu peux me décrire un peu ta façon de bosser en fait? Comment tu te dis, ok, dans 3 mois j'ai une compète à cet endroit-là, comment tu fais? C'est quoi la première étape? En fait, ça dépend de la compète, parce qu'il y a les compétitions freestyle scratch, où là, tu travailles tes routines, tes combos, tu vois, tes combinaisons de scratch. Voilà, il faut que tu sois vraiment chaud sur n'importe quel tempo, parce que l'idée c'est qu'ils envoient une instru, tu la connais pas, tu connais pas le tempo, et go, quoi, tu vois. Donc là, tu travailles vraiment l'aspect technique pur et dur, quoi. Donc là, c'est vraiment, on va dire, 2 mois de nerd, tu vois. Et quoi, c'est du 6 heures par jour, je sais pas, j'essaie de visualiser. À l'époque, ouais, c'était. C'est un taf, en fait. Ouais, maintenant, non, parce que je me suis calmé, je fais moins de compétition, et puis j'ai aussi des. J'ai un certain background maintenant qui fait que je peux me reposer sur certains acquis, mais voilà, en tout cas pour les compétitions freestyle, on va dire c'est là où il y a le moins de pression entre parenthèses. Après, tu as les battles ou les 6 minutes, donc là tu dois construire une routine, donc c'est comme une partition de scratch, c'est-à-dire que si tu le fais 10 fois, ça doit ressembler 10 fois à la même chose. Après, il faut savoir aussi que c'est quand même une passion et que tu n'as pas l'impression de te forcer, quoi, tu vois. C'est parce que moi, je me suis posé la question quand j'ai vu ton palmarès, etc., et tous les concours, je me suis dit, est-ce que ça devient un moment juste… donc il y a la passion, évidemment, qui est le moteur de tout, mais est-ce qu'à un moment, tu te dis, en fait, c'est juste obsessionnel en fait, c'est juste il faut faire ça bien et il faut pas que l'obsession passe sur la passion. Franchement, c'est une très bonne question d'ailleurs qu'on m'a jamais posée et je t'avoue que c'est la chose la plus importante en fait. Je pense en musique, en art, même peut-être dans la vie aussi. C'est qu'au début en fait, tu as cette flamme. Tu vois, tu as envie de faire comme Cut Killer dans sa mixtape, tu as envie de tout déchirer, mais tu n'as pas la technique, tu vois. Et au fur et à mesure, tu vas travailler cette technique, mais le problème, c'est que tu vas éteindre un peu cette flamme du début, tu vois. Et en fait, l'idée après, il y en a qui arrêtent avant que la flamme s'éteigne, il y en a qui arrêtent quand la flamme s'est éteinte. Et puis après, je pense que ce qui fait que tu perdures et qu'on est ensemble en train de discuter aujourd'hui, c'est quand tu arrives à réallumer justement cette flamme. Comment ravive la flamme? Eh ben, c'est pas facile parce que c'est vrai que moi, il y a eu un moment où j'étais vraiment trop dans les compètes et j'ai trop travaillé et j'en ai presque un peu oublié la vie tu vois, normale de tous les jours. Moi qui suis quelqu'un qui est rarement la page blanche et qui suis souvent inspiré, là, pendant 2013 à 2014, rien, la page blanche totale, mais vraiment nette. Je peux te dire, c'est comme si tu switchais un interrupteur, quoi. Et là, je me suis dit, putain, mais qu'est-ce qui m'arrive, quoi, tu vois. Donc forcément, je me suis remis en question sur plein de choses et après, c'est revenu. C'est revenu comme ça? C'est revenu petit à petit et j'ai dû reconstruire le truc. Et en fin de compte, tu te rends compte que l'essence même du truc, c'est ce à quoi tu prétendais quand tu as commencé, c'est le kiff, quoi, tu vois. Ouais, c'est ça, donc le kiff revient. Voilà, et c'est vraiment ça qu'il faut arriver à entretenir après, toutes ces années de technique, de nerd où tu es chez toi à t'entraîner comme un fou, parce que les gens ne se rendent pas compte, hein, mais c'est un truc de dingue, quoi. C'est exactement ce que je me suis dit quand j'ai préparé cette interview. Est-ce que c'était important pour toi la transmission? Parce que j'imagine qu'à un moment tu vas avoir des plus jeunes, etc. Tu me dis que tu as été enseignant par rapport à ça. Est-ce que c'est logique pour toi
quand on a ce background-là de transmettre? Est-ce que c'est quelque chose qui a été... Je dirais que avant, je disais que oui, la transmission était importante. En fait, maintenant, c'est pas forcément quelque chose qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, en fait, c'est la communication à travers ça, en fait, tu vois. Okay. C'est-à-dire que quand tu vas rencontrer un gars qui est exactement dans le même délire que toi, putain, mais c'est énorme parce que t'as même pas besoin de discuter, t'es tellement sur la même longueur d'onde parce que tu vis tellement le truc à 200% que en fait, je trouve que c'est ça le plus important. En fait, parler du truc plus que je vais t'apprendre. Ouais, ou échanger, ou des fois même pas parler, juste scratcher avec un gars et passer vraiment un chouette moment, tu vois. Ça n'a pas de prix en fait. Et je pense, et d'ailleurs, ça c'est valable pour quelqu'un de très expérimenté ou même pour quelqu'un qui commence. Du moment qu'il y a ce kiff-là, tu vois, cette communion et le plaisir, je veux dire, franchement, c'est vraiment le truc le plus important. Tu as quand même créé un concours aussi. En fait, avant de créer ce concours sur Internet, là, on a créé un championnat du monde sur Internet. On a créé avec un ami à moi une communauté qui s'appelle Scratch Nerd sur Facebook. Ça, Scratch Nerd. Et ça a 10 ans d'existence. Et forcément, on a fait plein de choses, des loops, des projets d'albums de Scratch, un label, des t-shirts, une compétition, des Scratch meetings, donc là physique où on organisait un événement, des compétitions aussi physiques sur Bruxelles. Mais du coup, quand tu crées une compétition, c'est aussi... il y a quand même quelque chose de transmettre parce que toi, tu as vécu le stress du truc, etc. Ça, c'est clair. Tu sais, je vais pas dire mentor parce que c'est un terme un peu fort, mais tu sais exactement ce que vivent les gens qui participent à ça. Le problème, c'est que cet art-là est en train de se perdre. D'ailleurs, merci de m'inviter pour en parler parce qu'au final, si on regarde ici, il y a tout le temps des soirées pour les danseurs, pour l'écriture, le beatbox, et DJ, il n'y a jamais rien. C'est pour ça que j'ai organisé mes propres événements pour maintenir quelque part cette culture-là. Parce qu'au final, moi, je me suis rendu compte qu'il y avait plein de passionnés en Belgique, même en France, à la frontière belge. Et en fait, on se voyait jamais, quoi. Donc c'est pour ça qu'on a créé ces Scratch Meetings. Le Scratch, c'est un truc qui est live, tu vois. C'est comme une improvisation pour un jazzman. C'est un instrument, en fait. Ouais, c'est ça. Et tu vas le caler un moment dans ton set et ça parle aux gens, quoi, tu vois. Ça parle encore aux gens, faut pas croire. Merci beaucoup, Odilon. Je t'en prie, merci à vous. Merci. Merci à toi. Si toi aussi tu as kiffé ce format, tu peux évidemment liker la vidéo et la partager, mettre un commentaire, ça nous aiderait énormément. Nous sommes disponibles sur tous les réseaux sociaux, Instagram, Twitter, TikTok et même Facebook. Vous tapez Boap Media, tout sera disponible dans la description. Merci beaucoup d'avoir suivi ce concept. Ciao. Qu'est-ce que le Scratch? Le Scratch, c'est un mouvement de l'avant vers l'arrière, où en fait, sur lequel on va effectuer des coupures de son au niveau du crossfader. Le scratcher peut aussi remplacer un membre d'un groupe de musique, comme par exemple le batteur. Donc ça veut dire qu'en variant les techniques, en variant la vitesse et en variant les notes, qu'est-ce qu'on a? Le flow.